Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bruxelles avec Elios. Ça faisait longtemps Elios que je voulais t'interviewer puisque j'ai énormément entendu parler de toi, on te voit à la télévision française, belge bien sûr parce que tu es une des personnalités, enfin Monsieur Bonheur hein, quand même, tu portes encore, on t'appelle encore Monsieur Bonheur dans la rue ou... Ça dépend qui. C'est vrai, ça fâche certains d'afficher comme ça aussi ouvertement qu'on est heureux dans sa vie, en plus non seulement ça mais de le prouver scientifiquement. Alors, je crois qu'il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect de, bien sûr, notre société, parfois, on trouve plus normal que quelqu'un parle de ses problèmes que de ses réussites. Mais il y a un autre aspect qui était plutôt par rapport à moi-même. Pour moi, le qualificatif Monsieur Bonheur, je le trouvais très réducteur. Et je pense que ça faisait penser aussi à cette vision un peu naïve ou même niaise du bonheur, qui est la vie en rose, je vais bien, tout va bien, alors que je me reconnaissais vraiment, alors pas du tout là-dedans. Parce que pour moi, le bonheur, c'est justement l'accueil souriant du tragique de l'existence. C'est pas nier que la vie est parfois difficile. Là, en ce moment, il pleut. Alors, nier qu'il pleuve, je trouve ça pas intelligent. Parce que si on nie qu'il pleut, eh bien, on sort sans parapluie, on attrape la pluie, on rentre chez soi mouillé et on tombe malade. Et puis on râle. Alors que reconnaître qu'il pleut, on peut reconnaître qu'il pleut, et puis le reconnaître en souriant, et puis prendre un parapluie, et essayer, si on le peut, de se protéger des aléas de l'existence. Et quand on ne peut pas, vivre le mieux possible avec. Et donc, il n'y a pas ce côté très niais qu'on peut parfois coller au bonheur, mais il y a cette vision plutôt tragique d'un bonheur désespéré, comme dirait André Comte-Sponville, qui est de regarder l'existence et ses difficultés droit dans les yeux, mais pouvoir le faire en souriant. Parce qu'un de tes derniers livres, donc c'est l'éloge de la lucidité, donc tu parles bien d'aller au-delà de ces illusions, au-delà de ce qui n'est pas le bonheur finalement. Oui, puisque on peut voir le bonheur comme étant quelque chose. Alors, dans notre monde de consommation, bien sûr que ce n'est pas la vie de tout le monde, bien heureusement, mais on nous vend l'idée que le bonheur, il est dans un produit, par exemple, dans un voyage, dans quelque chose, et donc on nous fait courir après quelque chose à l'extérieur. Le bonheur serait quelque chose à l'extérieur qu'on pourrait acheter, qu'on pourrait atteindre. Et bien évidemment, si c'était vrai, on le saurait depuis longtemps. Et donc, ça doit t'agacer quand même. Il y a des conférences ou des conférenciers ou des méthodes, parce que certaines apparaissent comme magiques, qui doivent légèrement te titiller, non ? Oui, et c'est toujours le risque de caricaturer ces méthodes-là aussi. Donc, j'essaie avec le temps d'être un peu plus mesuré, mais je crois, oui, faire croire aux personnes que le bonheur s'achète même dans un stage, même dans un livre. Hein. Acheter le livre d'Ilios Kotsou, il vous rendra heureux, ça n'a aucun sens. Aucun livre ne rend heureux en lui-même. Évidemment, ce qui nous rend heureux, c'est peut-être une attitude différente par rapport à la vie. Et je crois que le bonheur, ce n'est pas quelque part, c'est une manière de marcher dans l'existence. Et cette manière-là de marcher, alors je crois qu'elle existe. Je crois si le bonheur c'est un acte, une manière d'agir, je crois que ce bonheur-là existe. Mais le bonheur comme idéal, il est inaccessible. Ou alors quand on l'atteint, on a enfin acquis ce qui allait nous rendre heureux. Combien de temps dure le bonheur et on voudrait autre chose. Et je pense qu'il y a c'est éphémère, ça va, ça vient et c'est jamais. C'est bien de comprendre quand même, de disséquer les choses pour pouvoir les reproduire. C'est un peu le but de la science et c'est pour ça que tu t'es mis à prouver scientifiquement le processus même du bonheur. Oui. Puis la science qui n'est pas bien sûr ni la vérité ni quelque chose, mais c'est l'idée qu'on pourrait créer des conditions qui nous permettraient de voir si, par exemple, telle pratique nous permet réellement d'améliorer à un état de bien-être au-delà de nos croyances, du hasard, des circonstances et ainsi de suite. Et je pense que la science est utile, elle nous permet de discriminer, elle nous permet de manière intelligente de nous dire cette chose-là convient pour le moment et cette chose-là ne convient pas. Évidemment que ce n'est pas la vérité puisque la science est remise en question elle-même, les méthodes scientifiques évoluent, mais je pense qu'elle a des belles choses à nous apporter. Et je crois que la science c'est aussi une attitude personnelle et que une des sciences les plus belles, c'est la science qu'on appelle à la première personne. Par exemple, dans la méditation, qui consiste à s'arrêter et à commencer régulièrement à observer notre propre laboratoire intérieur. En comprenant comment ça fonctionne, en disant, tiens, mais comment est-ce que je me laisse attraper moi-même par mon mental vagabond, qui m'emporte toujours ailleurs que là où je suis ? Comment est-ce que je me laisse prendre par ma réactivité, qui fait que je réagis aux circonstances de la vie, plutôt que de me déposer et de répondre de manière intelligente. Et cette forme de science intérieure, je pense qu'elle crée une forme de liberté qui est utile et positive pour nous. Et donc, c'est le sens noble de la science, c'est ça. C'est de la compréhension, de la connaissance qui crée de la liberté. Mais la connaissance la plus difficile à avoir, une connaissance pragmatique, pas intellectuelle, pragmatique, c'est celle de notre propre esprit, et nos propres émotions. Et je crois qu'elle est compliquée, parce que comprendre comment fabriquer ou comment faire un thé comme ce thé-ci,
C'est pas très compliqué. Quelqu'un pourrait nous expliquer, voilà, ce thé-là, il faut le mettre dans un filtre et prendre une eau à telle température. 70 degrés, c'est un thé qui est très délicat. Et pendant 3 minutes. Et donc, comme c'est à l'extérieur de nous, on l'apprend très vite, on le comprend très vite. Par contre, nos émotions, nos pensées, ainsi de suite, c'est un phénomène intérieur. Et comme on ne le voit... Propre à chacun, en plus. Et propre et différent à chacun. Donc, comme on ne le voit pas, on a beaucoup plus de mal à l'appréhender. Et même le mesurer. Donc. Et même le mesurer. Et donc, les pratiques comme celle de la pleine conscience, par exemple, elles nous proposent d'ouvrir ce laboratoire intérieur qui nous permet, avec le temps, de justement mieux comprendre réellement dans l'expérience comment nous fonctionnons et d'arriver justement à peut-être changer notre relation à nous-mêmes, au monde et à la vie, pour partir d'une relation qui est souvent une relation de lutte. Nous sommes souvent en lutte contre nous-mêmes et parfois cette lutte contre nous-mêmes fait que nos relations sont difficiles et que notre rapport au monde est plus compliqué et d'avoir une relation plus apaisée à nous-mêmes, peut-être aux autres et à la vie aussi. Souvent, on parle de discernement, d'avoir du discernement par rapport aux différentes techniques, aux approches du bonheur, mais d'avoir du discernement pour soi-même, ça passe par quelle étape ? Je veux dire, c'est pas simple de se voir tel qu'on est, parce que finalement, il y a toujours un observateur. On part vers le côté physique quantique après. Et moi, je trouve que c'est compliqué, c'est quand on dit c'est pas simple de se voir tel que l'on est. Je crois que c'est justement très simple, mais très difficile. Donc c'est pas compliqué, c'est très simple et très difficile. Et je crois aussi que cette question est profonde parce que tel que l'on est, je pense que l'on n'est justement pas nos conditionnements, nos difficultés, nos rapports conflictuels avec nous-mêmes, avec les autres. En tout cas, ce n'est pas seulement ce que l'on est. Je crois qu'ici, on est dans plutôt des phénomènes qui habitent l'expérience, nos habitudes, nos difficultés, et ceux-là, ils sont importants à regarder, à discerner, pour apprendre de la liberté. Mais je crois qu'une autre dimension d'expérience, c'est juste notre état d'être, alors que certains peuvent appeler la conscience, ou je préfère appeler la présence, notre présence, dans laquelle apparaît tout le temps la beauté du monde. Et je crois que la difficulté, c'est que nous sommes souvent absents en nous-mêmes, pris par nos pensées, pris par nos ruminations, pris par nos exigences, pris par les difficultés, mais parfois aussi pris par les projets. Et tout ça est intéressant et utile, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine aussi parfois de pouvoir prendre cette distance ? Et la distance, ce n'est pas s'abstraire du monde, mais c'est venir à être vraiment là pour habiter cette présence dans laquelle nous pouvons vraiment savourer le thé, la présence d'un ami, le chantonnement de la pluie et tout ce que la vie a à nous apporter. C'est une dimension. Il y en a une autre, évidemment, il faut reconnaître que beaucoup de nos frères et sœurs humains, certains d'entre eux n'ont pas de toit, sont maintenant alors qu'il pleut dans la rue et ainsi de suite. Et évidemment que là, la présence, c'est pas que la présence va les sauver, va nous sauver, mais elle nous permet d'être davantage connectés à notre humanité, notre commune humanité, et nous amener à agir. Et qu'est-ce que l'on peut faire chacune d'entre nous pour rendre ce monde plus solidaire et plus chaleureux ? Et je pense que c'était quelque chose d'indispensable. Et même si nous ne pensions qu'à nous-mêmes, mais nous vivons dans ce monde. Et donc ce monde, c'est notre maison. Et donc rendre cette maison plus belle et plus accueillante pour chacune, chacun de ses habitants, je pense que c'est important, c'est indispensable. Ça s'invite aussi le bonheur de poser des intentions ou d'émettre ses souhaits, ou ça se vit simplement dans la présence ? Comment c'est quoi le juste équilibre entre émettre, recevoir ? Alors, de nouveau, j'espère qu'avec le temps, j'arrive à être plus mesuré. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition. C'est pas l'un ou l'autre. Notre culture occidentale, bien souvent dans notre philosophie, c'est ou ceci ou cela. Où on est dans une forme de projection et d'invitation, où on n'est que dans le moment présent. Je crois que il n'y a pas d'exclusion entre les deux. Cela étant, je crois que si on n'est pas capable d'habiter pleinement sa vie là où elle est, on risque à nouveau de mettre l'idée du bonheur comme étant quelque chose, un idéal extérieur. On va chosifier le bonheur, on va en faire quelque chose, plutôt que de reconnaître que c'est un état. Je vais prendre quelques éléments du bonheur. Pour la plupart d'entre nous, je pense que le bonheur, c'est un sentiment de plénitude, et c'est un sentiment aussi de connexion. Et donc, ce sont des sentiments. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut acheter pour ça. Alors évidemment, si vous êtes seul chez vous, avec peu de réseaux sociaux, peu de liens sociaux et ainsi de suite, bien sûr, ça va vous affecter. Mais la question, c'est comment pouvons-nous cultiver le lien avec nous-mêmes, le lien avec les autres, et comment pouvons-nous, par exemple, c'est des pratiques très très connues, par la gratitude ou par l'attention à ce qui va bien. Et donc, ce n'est pas d'inventer quelque chose, mais c'est là où nous sommes maintenant. Et même si notre vie est complètement en ce moment dans la tempête, dans les difficultés, au niveau du travail, on peut avoir de grandes difficultés, au niveau personnel, peut-être des conflits, des maladies autour de nous, mais au milieu de tout ça, de manière lucide, qu'est-ce qui va bien ? Ce n'est pas inventer quelque chose, ce n'est pas souhaiter autre chose, c'est tourner notre regard, donc c'est une question de perspective, c'est comment vais-je d'abord accueillir et reconnaître ce qui est là, donc observer, et puis tourner mon regard vers ce qui va bien.
Et donc, c'est là aussi, sinon, lorsque nous allons mal, ce qui arrive en général, en tout cas pour moi, c'est que ma perspective se réduit. Un peu comme ici, elle peut être très large, puis elle va se réduire, se réduire, se réduire. Et il n'y aura plus que ma douleur. Et pire que ça, il n'y a pas que la douleur concrète de la maladie ou de la perte de quelqu'un, il y a tout ce que ma tête, mon mental me raconte, qui va se surimposer là-dessus, qui va créer quelque chose d'insupportable, une souffrance insupportable. Je suis réduit à ça. Et reconnaître, c'est reconnaître ça, la vraie difficulté, la vraie douleur. Donc c'est pas nier ce qui est là, mais ensuite nous ouvrir. La douleur est toujours là, mais dans l'espace de cette ouverture-là, nous pouvons aussi inviter, comme vous l'avez dit, la beauté du monde, là où elle est. La présence de nos amis, notre enfant, notre conjoint, si on en a un, ou tout simplement la nature. Mais tant que je suis focalisé et absorbé par la difficulté, je ne peux pas voir ce qu'il y a de beau aussi autour. Moi, j'ai eu un maître, beaucoup de maîtres là-dedans. J'ai eu un maître qui était Patricia, une amie à qui j'ai dédié mon dernier livre, et qui a vécu 6 ans avec un cancer. On lui prédisait 6 mois de vie. C'est une personne extraordinaire, extrêmement lucide, et donc elle savait qu'elle était condamnée. On va tous mourir, ceci dit. La situation est désespérée pour nous tous. Tôt ou tard, mais c'est pas grave. Et donc Patricia, elle le savait, et en même temps elle était capable, plus que quiconque, de pouvoir regarder par la fenêtre de l'hôpital et me dire: Ilios, regarde le cerisier en fleurs. Et le cerisier était là, elle n'inventait rien. Elle pouvait pleurer, connectée à sa tristesse, parce qu'il y avait ses enfants qui allaient rester là, et en même temps elle pouvait rire et sourire. Elle pouvait prendre soin d'elle, et elle pouvait prendre soin de ses amis qui étaient là. Et donc cette grande lucidité pour moi, elle nous connecte à nos ressources, elle nous connecte aux autres, elle nous ouvre à une forme de bienveillance qui nous donne envie de prendre soin du monde. Quand tu utilises le terme plasticité émotionnelle, on entend parler de la plasticité du cerveau, mais au niveau des émotions, ça se joue sur quoi? C'est cette capacité justement d'être... Il y a ça, mais il y a aussi ça, de voir la beauté malgré la souffrance. Je pense que c'est exactement ça. C'est un autre mot qu'on pourrait ajouter, c'est flexibilité. Et donc, la plasticité fait référence à notre capacité d'apprentissage. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de penser que la relation qu'on a aux émotions, c'est-à-dire que voilà, si je suis quelqu'un qui ruine beaucoup, qui a tendance à vouloir tout le temps à éviter les difficultés, à rentrer en lutte contre moi-même, à être très réactif, la plasticité à n'importe quel âge, c'est que je peux changer cette relation-là. En changeant ma manière d'aborder mes propres émotions, c'est-à-dire en les reconnaissant, en les identifiant, en les apprivoisant, ça va devenir beaucoup plus amical quelque part et plus fluide. Et puis la flexibilité, c'est la deuxième partie qui est ma capacité à ne pas être dans une chose ou dans l'autre. C'est-à-dire, même l'expression des émotions, on a tendance à dire dans le développement personnel que exprimer ses sentiments est une chose importante. Et c'est vrai. Mais en même temps, on pourrait dire que quelqu'un qui ne sait qu'exprimer tout le temps, et dans n'importe quelle situation, avec n'importe qui, n'importe quand, je peux seulement exprimer. Je pense que ça pourrait être un piège et parfois pas adapté. La flexibilité part du fait de je peux exprimer ou ne pas exprimer. Donc, j'ai donc plus de choix et ça me permet alors d'adopter le comportement autant que possible adapté au contexte, à la situation. C'est pas magique évidemment, mais je pense que c'est ça, c'est la flexibilité. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille l'expression des émotions ? Par exemple, dans la communication non violente, bien évidemment, parce que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas exprimer. Et donc, en apprenant à exprimer, nous devenons plus flexibles. Mais en réalité, ce n'est pas l'expression en elle-même, c'est la capacité à pouvoir le faire et à ne pas le faire. Comme tout, d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a, à force de le répéter, il y a un côté répétitif quand même qui fait que ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre quotidien, quelque chose s'installe? Est-ce que c'est quelque chose que tu étudies aussi ? Oui, on peut dire comme le piano, comme n'importe quelle activité sportive. La première fois où on met les mains sur un piano, sur une guitare, la plupart d'entre nous, ça va être difficile, compliqué. Les sons qui vont en sortir ne vont pas être très harmonieux. On aura peut-être mal aux doigts, mal partout. Et beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imagine, on va pouvoir jouer peut-être un très joli morceau de musique. Et donc, ça demande une forme d'entraînement. Alors, c'est une des métaphores... Ou la méditation, je suppose, ou d'autres pratiques qui aident à calmer ou tempérer ou créer un contexte peut-être plus calme et plus vaste dès le début de la journée pour donner de la place. Dans ce que tu viens de dire, c'est que je préfère le mot apaiser que calmer. Et j'aime beaucoup le mot de contexte, c'est que pour moi, la méditation ne consiste pas à calmer quelque chose, ni mes pensées, ni mes sensations, ni mes sentiments. Elle consiste à apaiser la relation que j'ai avec tout ça. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est en prenant conscience de ce qui se passe en moi, souvent l'agitation qui est en moi,
est une agitation inconsciente, due à l'environnement extérieur, parfois due à mon histoire du passé. Il y a des choses qui vont activer des schémas automatiques qui vont faire que je vais être agité, nerveux, sans le savoir parfois. J'en prends conscience, et puis je vais rentrer en relation différemment avec ça, et donc il va y avoir un apaisement. Et donc, en d'autres mots, c'est que ce qui regarde l'agitation n'est plus agité, ou n'est pas agité. Mais le problème, c'est que souvent, au lieu de me connecter à ce qui regarde et qui est calme, je suis complètement absorbé par ce qui est agité. Je suis absorbé par mes pensées, par mes sentiments, par mes difficultés. Donc, je deviens agité. Mais si je peux, en le reconnaissant, prendre cette distance, je me connecte à ce qui est toujours calme. Et c'est pour ça que la métaphore de la musique est juste et pas juste en même temps. C'est que, bien sûr, je dois m'entraîner à faire mes gammes pour apaiser ma relation. Mais une fois que je me connecte à ce qui est calme est là et était déjà là. Je ne l'ai pas inventé, il ne faut pas le créer. Personne ne peut me l'enlever. Cette perspective est toujours là. John Kabat-Zinn, qui est le papa de la pleine conscience, j'aime beaucoup quand il dit ça, il dit qui nous sommes vraiment. Il n'y a rien à y changer. Il n'y a rien à améliorer. Et donc, ce n'est pas une contradiction. En même temps, il n'y a rien à changer à qui l'on est vraiment. Et en même temps, il faut énormément d'entraînement pour reconnaître et réhabiter cette dimension paisible. Ça fait aussi écho par rapport à d'autres interviews que j'avais pu faire en Angleterre sur la non-duality, de non-dualité, comme ça, la pensée non-dualiste. Et je me souviens d'avoir interviewé cette personne. J'arrivais même plus à l'entendre tellement il était détaché du sujet, en fait. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il y a ce juste équilibre entre être détaché, être présent. C'est quand même pas si évident parce que... non, il y a des petits conseils que tu as pas par rapport à ça. Alors moi, je dirais que le risque du détachement, c'est de nouveau vouloir se protéger. Donc je me coupe de mes sentiments et puis je me coupe des autres. Moi, j'ai expérimenté ça dans des difficultés de vie dans mon passé, suite au décès de mes parents. Voilà, la douleur était très difficile au début, et donc inconsciemment, je me suis coupé des émotions, mais pour pouvoir me couper de ce qui était inconfortable. Mais le prix à payer, c'est me couper des autres. Et donc, ici, pour moi, cette question de non-dualité, qui est très juste, elle ne passe pas par une distance qui vient de la coupure, elle vient d'habiter pleinement, et d'élargir. Donc, ça serait plutôt que de dire je vais lutter contre quelque chose. Je vais élargir la perspective. Et c'est en élargissant, je suis davantage accueillant pour mes propres émotions, mes propres pensées, et puis je suis davantage accueillant pour les autres. Donc, pour moi, il n'y a pas de distance et de coupure, c'est presque pratiquement le contraire. C'est d'être davantage présent, être davantage là, mais aussi plus vaste, plus large, plus flexible. Et quand un événement fâcheux se présente, quel serait ou quel peut être un de nos premiers réflexes ou le processus ? Moi, je dirais le premier réflexe, bien souvent, c'est le choc et puis les pensées, notre mental qui veut contrôler, ce qui est tout à fait naturel et sain. Et après, la question, c'est qu'est-ce que je fais après ? Il y a toujours ce que je vais dire est tellement... Là, c'est la vraie différence. Là, c'est la vraie différence. Là, c'est ce moment où ça va se basculer en bonheur ou en calvaire, presque. Oui, alors pour moi, le bonheur, c'est quelque chose de trop... Je ne pourrais pas le vivre à ce moment-là. Je dirais que la question, c'est comment vais-je, face à la situation, adopter une perspective ou alors je me laisse prendre par mes habitudes, les conditionnements et je risque de couler avec ce qui est difficile, ou alors je peux changer quelque chose dans ma relation à la difficulté. Ça ne transforme pas toujours le problème en moment merveilleux, je ne le crois pas, mais ça transforme ma relation qui fait que je vais mieux naviguer, traverser la difficulté et je vais pouvoir par la suite retrouver, puisque tout change, un nouvel équilibre. Mais je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui, tout à coup, alors pour certains peut-être, mais je pense que c'est important de reconnaître aussi que voilà, il y a des moments difficiles, les moments vont être très douloureux, c'est accueillir cette douleur-là, en prendre soin, reconnaître que c'est naturel, et ne pas vouloir être une surfemme ou un surhomme dans les difficultés. Sinon, je pense que le risque de l'idéalisation, c'est quoi qu'il m'arrive, n'importe quel décès, n'importe quelle difficulté, hop, je dois être souriant et tout va bien. Non, je pense qu'accueillir nos propres larmes et être vraiment un espace d'accueil pour nos douleurs, ça me semble terriblement important pour un bien-être authentique et durable. C'est fou, c'est que cette émotion, ça peut nous traverser très très rapidement. C'est comme si des fois on s'agrippait à l'émotion, on s'identifiait à cette émotion, alors que des fois elle a simplement besoin de nous traverser presque le corps et d'un instant on pourrait passer presque d'une émotion extatique à quelque chose de triste et puis inversement. Tout à fait, et en même temps ça dépend, ce qui est très juste, mais ça dépend de chaque personne, de chaque contexte, de chaque situation, et donc comme il y a des rythmes dans la nature, comme il y a des saisons intérieures,
à nos états d'âme. Et je pense qu'on ne peut pas les forcer, les brutaliser, mais que je pense qu'il y a à respecter aussi ces saisons-là. Et que parfois, il y a une saison d'automne intérieure, mais l'automne peut être très beau. Il y a une saison d'hiver intérieure, et ce n'est pas en prenant un chalumeau sur le sol glacé qu'on va permettre à la terre de refleurir. Ça n'aurait pas de sens. On ferait le contraire. Et donc, c'est de reconnaître, d'accueillir, de prendre bien soin. Et à un moment, les choses se transforment. Mais l'idée, c'est aussi qu'on peut voir la beauté de l'hiver, peut-être. Il y a ces moments de grâce qui nous arrivent. Est-ce que ça, on arrive à le montrer, ça nous traverse, ça passe là, alors qu'on est en train de vivre une tragédie où il y a quelque chose qui, d'un seul coup, on était là et c'est quand même inexplicable. Comment la science, comment on peut poser, des fois, ça doit être compliqué de mettre des formules ou de choisir des expérimentations pour essayer de définir ce bonheur un peu plus précisément. Alors, moi, je ne suis pas dans ce domaine-là précis. Au niveau de la recherche, il y a beaucoup de scientifiques et beaucoup de domaines différents, donc je ne pourrais pas apporter une réponse. Ce que je pense de mon expérience, c'est que les états de grâce, en tout cas, c'est pas personnellement ce que je recherche. Je pense que c'est un cadeau. Oui. Et que de trouver une forme de sérénité qui vient d'une relation apaisée à soi et au monde, ça, on peut le faire. Et après... Voilà, ça vient. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et je crois que le risque est justement de s'agripper à ça et de vouloir que ça continue, que ça reste. Et le reproduire. Alors, voilà. Et c'est là qu'on se trompe. Alors, on devient de nouveau plus rigide, plus agrippé. Et le mental s'y mêle. Alors que c'est justement en étant ouvert que le cadeau, voilà, c'est parce que nos mains sont ouvertes qu'on peut y déposer un cadeau. Si je commence à m'agripper, à serrer les poings, il faut que j'y aille parfaitement, tout de suite, maintenant, on n'est plus dans cet état d'ouverture. Mais ce n'est pas parce que je suis ouvert qu'absolument, parce que je le veux maintenant, le cadeau dont je voudrais vienne ici. Et d'ailleurs, c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on appelle un cadeau. C'est quelque chose qu'on n'attend pas. Une fois que c'est un dû, ce n'est plus un cadeau, c'est une exigence. Et voilà, le bonheur comme un dû, c'est quelque chose de très compliqué, difficile comme une exigence. Si le bonheur est davantage un cadeau, c'est l'état d'ouverture qui fait que nous pouvons recevoir. Ouais, comme tu le dis, plus on va chercher le bonheur, moins on va le trouver. Exactement. Et donc, ça n'empêche pas qu'on peut pratiquer pour avoir une relation équilibrée à soi-même et au monde, mais essayer de chercher, courir à l'obsession du bonheur. C'est le meilleur moyen d'être insatisfait. Et il y a énormément d'études, mais je pense que chacun peut se reconnaître là-dedans. Il n'y a même pas besoin d'études scientifiques. Obsédés par le bonheur, nous finissons par ne plus voir toutes les petites choses qui nous rendraient heureux maintenant. Puisqu'on se dit, le bonheur c'est là-bas quelque part. Il y a ce livre, alors là, qui est maintenant en format j'ai lu, c'est ça, Se changer, changer le monde. Tu peux nous en parler ? Alors, pour moi, c'est un livre très important. Il fait suite à une conférence organisée par l'association Émergence, que j'ai co-créée avec Caroline, ma compagne, et dont l'idée était en même temps de faire se rencontrer des personnes comme Christophe André, comme Mathieu Ricard, comme Pierre Rabhi, comme John Kabat-Zinn, et de ça, partager avec un public nombreux, et en même temps permettre de financer des projets de solidarité pour des personnes qui ont moins de chance que nous, pour des enfants qui sont moins favorisés peut-être que les nôtres. Et c'était aussi, ce livre-là est important pour moi parce que j'ai vu tellement de caricatures qui étaient, on oppose la figure du méditant à celle du militant. Et donc, de la part du militant, le méditant, c'est un allumé, dans le meilleur des cas, qui ne comprend rien, qui est replié sur lui-même, qui regarde son nombril. Et par contre, de la part du méditant, c'est le contraire. Le militant, lui, n'a rien compris, il agit à l'extérieur alors qu'il n'y a que l'intérieur qu'il faudrait changer. Et je crois que plutôt que caricaturer ces deux positions, je pense que les deux se rejoignent et se nourrissent. Une vie intérieure riche et une plus grande liberté intérieure, c'est aussi la possibilité d'agir de manière juste dans le monde pour un monde plus juste. Et puis le fait d'être cohérent et d'agir dans le monde nourrit aussi une vie intérieure riche. C'est juste un exemple. Le point commun des personnes ici. C'est ce que j'allais dire. Ces 4 personnes-là sont des personnes qui pour moi incarnent ça, incarnent une vie intérieure riche et un engagement. Si je devais en prendre un, mais tous les 4 sont là-dedans. Mathieu Ricard, qu'on connaît bien, mais c'est quelqu'un qui médite énormément, qui incarne ça, mais qui est engagé dans énormément de projets de solidarité, de projets humanitaires très très concrets, et donc auxquels on contribue également. Et donc pour moi, c'était vraiment une belle figure de quelqu'un de souriant. Donc il respire la joie, il rit énormément, il est beaucoup dans cette joie, mais qui vient de son engagement. Et donc le fait d'être confronté à de grandes difficultés ne l'empêche pas de cultiver, bien au contraire, un état d'ouverture, de bienveillance, qui nourrit sa vie intérieure, qui nourrit aussi son engagement. Donc voilà, il m'inspire beaucoup. Ouais. Donc cette transformation, si on souhaite contribuer au monde et aider, ça passe par déjà se changer, se transformer soi-même.
nous sommes une partie du monde. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, c'était très intéressant. Je disais, oui, mais le monde, quand même, tout ce qui ne va pas, les crises, ainsi de suite. La personne m'a regardé, m'a dit, mais le monde, il est où? Et je me suis dit, mais le monde, il est là. Il commence à être là. Très concrètement, je suis une partie du monde. Et donc, changer ceci, c'est changer la partie du monde sur laquelle j'ai le plus de prise, ce qui est génial. Et donc, ça veut dire qu'il y a un 7 milliardième du monde qui va mieux. Et puis, c'est aussi changer l'outil par lequel je peux contribuer à un monde meilleur. Donc, c'est de manière terriblement pragmatique, c'est le meilleur endroit où commencer. Tout commence ici et maintenant. Et ensuite, je crois que le monde de demain que tellement de personnes souhaitent, il est déjà là. On le voit déjà au travers de tous ces projets de solidarité. Je pense au travers de toutes les vidéos de personnes extraordinaires que tu interviews. Donc, ce monde, il est déjà là. La question, c'est où est-ce que je vais mettre mon énergie? Est-ce que je vais juste être dans me replier? Est-ce que je vais uniquement dans dénoncer quelque chose ou est-ce que je vais renforcer les projets positifs qui sont déjà là? Et pour moi, c'est réaliste. C'est de dire, je suis sur une plage qui a été couverte de béton et je peux le regretter profondément, c'est vrai. Et donc je peux passer mon temps juste à râler contre ce monde matérialiste et qui ne comprend rien, ou je peux aller regarder et voir qu'au milieu du béton, il y a une petite fleur qui a poussé, qui a fait exploser le béton. Et je me dis, là, il y a la vie, et comment puis-je contribuer à ça? Est-ce que je ne suis pas plus utile à pouvoir arroser cette fleur-là et en faire un jardin plutôt que... Le colibri. Hein. Voilà, c'est exactement l'esprit de Pierre Rabhi du colibri, plutôt que de pleurer sur ce qui ne va pas. Et qui est là aussi, pour moi, il ne faut pas nier ce n'est pas l'un ou l'autre. Je peux reconnaître et puis choisir de mettre mon énergie là où elle sera le plus utile. Et puis là où ça me donnera aussi de l'énergie, puisque si je peux aider quelques fleurs à pousser, ça va me renforcer, il y aura de la joie qui est là. Si je passe mon temps là où je ne peux rien faire, je vais, je le comprends, finir aigri, fatigué. D'être papa, d'avoir une petite fille, ça aussi, ça change une vie, hein? Oui, c'est extraordinaire, vraiment. Pour moi, ma petite fille de 3 ans, c'est vraiment... une relation qui m'ouvre terriblement, qui touche cette dimension d'humanité, qui m'enseigne tout le temps la bienveillance, la bonté, qui me montre la capacité d'émerveillement au quotidien. Et donc, oui, c'est une expérience transformatrice, et qui en même temps, pour moi, c'est un chemin qui me dit, tiens, ce que je vis là, dans cette relation qui est tellement extraordinaire, comment est-ce que je pourrais l'étendre et l'ouvrir dans mes relations de manière plus large. Mais je pense que cet émerveillement, quand je la vois, cette capacité d'émerveillement, je crois qu'on l'a tous encore en nous. Nous l'avons. Et la question, c'est est-ce que nous pouvons la retrouver un petit peu plus? Non pas en perdant notre intelligence d'adulte, mais comment en gardant notre intelligence, cette capacité à discriminer, qu'elle n'a pas à 3 ans, mais en retrouvant cette fraîcheur. Moi, quand je regarde dans son regard, c'est le monde entier qui s'ouvre. Quelle belle leçon, ce regard d'enfant sur la vie et d'être ouvert et libre et de traverser ces difficultés en continuant de s'émerveiller, même en appréciant les difficultés pour ce qu'elles peuvent nous ouvrir et ce qu'elles peuvent nous proposer. Et aussi ce que montre la relation pour moi avec ma petite fille, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, sans jugement, pour nous tous, c'est tellement facile de prendre un enfant dans les bras et d'être là pleinement présent, sans jugement, dans la bienveillance, et ça transforme ce qui se passe. Et pourtant que les adultes, je me rends compte que je suis tellement souvent pas dans cette attitude-là. Tellement souvent, je vais d'abord juger la personne, lui attribuer des intentions, lui prêter des intentions, et ainsi de suite, et je vais compliquer mes relations, alors que si je pouvais un tout petit peu plus avoir cette même capacité juste d'être présent, ouvert, ça changerait beaucoup mes relations et ma manière d'être en rapport avec le monde. Donc voilà. Merveilleux. Un autre petit mot, un dernier, ce qui se prépare, ce qui se fait, ce sur quoi tu es en train de travailler, ou quelque chose qui, par rapport à cette conversation qui pourrait être bien plus longue que celle-ci pour un tel sujet, mais... Alors, ce qui se prépare, c'est les journées émergence le 14 et 15 octobre de cette année-ci, à Bruxelles. Et 2017, parce que la vidéo risque de rester bien plus longtemps en ligne. D'accord, en 2017, où nous allons, avec différentes personnes, comme Christophe André et Mathieu Ricard, nous intéresser au temps, en quoi notre rapport à cette dimension du temps peut, ou alors enrichir notre propre vie, celle des autres, ou alors elle peut se révéler difficile. Et on va l'aborder de tellement de manières différentes. On peut l'aborder, par exemple, avec comment les différentes traditions, les Kogi, abordent le temps avec Éric Julien et comment leur manière très particulière d'être en rapport avec le temps change leur manière d'être au monde. Comment, dans la méditation de pleine conscience, notre capacité à revenir davantage à être présent à ce qui nous arrive change le rapport au monde. Comment on peut le voir de manière anthropologique, sociologique et ainsi de suite. Et je crois que cette capacité de changer de perspective, elle est vraiment importante.
dans une conférence, mais aussi dans nos vies. Nous sommes souvent dans une seule perspective et je crois que c'est ce qui nous enferme. Et au moment où nous avons une difficulté, si après avoir pris un premier temps de s'arrêter, observer, nous pouvons changer de perspective, élargir la perspective, je pense que c'est quelque chose qui peut énormément nous aider. On est moins dans le jugement, plus dans la compréhension et puis dans la créativité aussi. C'est ce que sont les enfants, non ? Des êtres tellement créatifs qui peuvent changer tellement de perspectives. Et alors ce changement de perspective nous permet évidemment d'agir de manière cohérente et davantage bienveillante. J'ai un ami dans la pleine conscience qui est un psychiatre belge que j'aime beaucoup, Edelmax, et qui lui résume la pleine conscience de cette manière-là, s'arrêter. On s'arrête tellement peu souvent. Souvent, on attend que la vie nous arrête. Si on peut s'arrêter tous les jours, c'est ce que tu proposes, je pense, dans tes défis aussi, s'arrêter, observer, avec bienveillance, bien sûr, et puis agir. Super, merci beaucoup pour ce beau moment. J'ai bien aimé notre rencontre, au-delà de l'interview, bien sûr, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir le partager comme ça. Si vous avez aimé cette interview, s'il vous plaît, diffusez-la, partagez-la. Vous avez de nombreuses lectures, il y a plein de tes livres qui sont disponibles un petit peu partout. On va les rappeler à travers cette interview et les couvertures. Mais en tout cas, merci d'avoir écouté. Merci de ce moment en Belgique. Merci beaucoup. Gros bisous, Bénédicte Co-Créateur. À très vite. Au revoir.